Bonjour à tout le monde. Bienvenue à ce deuxième webinaire organisé par la Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles pour présenter un guide sur la manière d'intervenir quand même durant la nouvelle période préélectorale des tiers, qui est une nouveauté de la loi électorale. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, je me présente, Mercedes Robert, je suis coordonnatrice de la Table et je suis accompagnée par ma collègue qui va se présenter. Jacinthe Messier. Alors, la table, pour les personnes qui la connaissent moins, réunit 47 regroupements provinciaux qui eux-mêmes rejoignent les 3000 groupes ou à peu près communautaires autonomes en santé et services sociaux répartis dans tout le Québec. La table, ben, c'est une équipe de 3 travailleuses. Vous avez déjà les 2 tiers devant vous. Alors, Jacinthe va vous mettre aussi dans le lien, un lien vers un document dans la conversation. Mais je vais vous présenter, je vais traverser avec vous la manière dont on va procéder. Là, vous allez voir, là, c'est très simple, très convivial. On a fait un document, c'est la base de la présentation. Donc, l'important, c'est de s'assurer qu'on comprend bien ce que ça signifie. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le document? Donc, je vais traverser le document. Si vous avez des questions qui vous empêchent là, d'aller plus loin, de comprendre la suite, vous m'interrompez. Si ça peut attendre la fin, parce que c'est pas un gros document, là, c'est 12 pages de texte, mais évidemment, on regardera pas chaque virgule. Mais si ça peut attendre la fin pour avoir poser des questions en fonction d'un portrait global, ben, vous attendez à la fin, puis on répond aux questions. Ça sert à ça beaucoup, la discussion, parce qu'on a beau écrire un guide en essayant de penser à toutes les éventualités, mais évidemment, ça ça répond jamais à tout. Puis, ben, c'est par les questions aussi qu'on raffine notre compréhension. Alors, je vais partager mon document qui est à l'écran. Ah bon, voilà, comme de raison, moi aussi, les vacances font que j'ai de la misère à trouver mes boutons. Est-ce que vous l'avez à l'écran? Bon, c'est bon, je vois des oui. Alors donc, comment intervenir durant la période préélectorale des tiers? Euh, à chaque année, la table fait, ben pas à chaque année, à chaque élection québécoise, la table fait un texte, un guide pour intervenir durant la campagne électorale. La campagne électorale, c'est un mois, c'est le mois qui précède l'élection. C'est beaucoup plus bref. Ce guide-là, on va le faire plus tard, on va le faire quand on va être plus proche de la campagne électorale elle-même, mais on est aujourd'hui à s'informer au niveau d'une nouveauté, une période préélectorale des tiers. Si vous n'en avez pas entendu parler, là, c'est normal, parce que c'est nouveau et le directeur général des élections, qui en est chargé, n'a pas énormément fait de diffuser d'informations. C'est pas un avis juridique qu'on a préparé. L'objectif, c'est de bien faire comprendre la portée des changements à la loi, parce que ce sont des changements, pour faire des choix en conséquence. Alors, ça vise surtout pas à vous décourager d'intervenir, c'est le contraire. C'est à vous encourager à intervenir autrement, euh, d'une manière nouvelle peut-être, mais en faisant des choix éclairés. Donc, nouvelle règle depuis janvier. C'est en vigueur depuis janvier. Évidemment, on se base sur une date d'élection qui est annoncée pour le 5 octobre 2026. Il peut y avoir des changements d'ici là, mais ça, c'est la date des élections à date fixe qui est quand même encore très plausible, 5 octobre. Euh, c'est une nouveauté et il y a 2 nouveautés. Mais le guide va parler uniquement d'une seule, mais je la nomme pareil la deuxième parce que quand il y aura les deux périodes qui vont se juxtaposer, il faudra faire la différence. La loi, je vous expliquerai tout à l'heure un peu plus de quoi il est question, mais il y a eu un changement à la loi électorale qui a instauré la période préélectorale des partis politiques et la période préélectorale des tiers. Vous êtes des groupes communautaires comme nous. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la période préélectorale des tiers. C'est pour cette raison-là que ce guide-là ne porte que sur cette question-ci. Ça a des conséquences sur nous, groupes communautaires, que vous soyez des OCAS, des groupes communautaires en santé et services sociaux ou non. C'est sûr, on a fait ce guide-là en pensant
aux OCAS, mais les informations sont transférables. Mais c'est clair qu'on a mis des exemples qui étaient adaptés à cette situation-ci, mais il est vraiment facile à adapter à tout le mouvement communautaire et même plus largement. Euh, c'est important de connaître les règles parce que en connaissant les règles, ça nous informe sur les exceptions. Et c'est important de connaître les exceptions parce que dans les exceptions, il y a des pistes qui peuvent nous permettre d'identifier comment contourner les principaux problèmes qu'amène cette nouveauté-là, parce qu'il y en a des problèmes, on va les traverser, parce que euh, après avoir analysé toutes les modifications, on en est venu à estimer que il valait mieux éviter de s'enregistrer comme étant partisan. Ça a l'air étrange tout à coup dit comme ça parce que c'est pas expliqué. On va y revenir. Mais la loi, la question d'être identifié comme un tiers, une arme à double tranchant. Donc, et ça, vraiment regarder là, attentivement avant d'embarquer. Donc, l'objectif de notre objectif, c'est de faire en sorte que les groupes communautaires continuent de faire valoir leur vision de la société pendant la campagne électorale, même pendant et maintenant pendant la période préélectorale, même s'il y a des limitations, faut quand même, on essaie de trouver comment en souffrir le moins possible. Mais c'est clair qu'il y a quand même, par la loi électorale, depuis longtemps, la liberté d'expression durant le mois de campagne électorale. La loi réglemente tout ce qui est considéré comme une dépense électorale. Qu'elle soit faite par un parti, par une candidate ou un candidat, ou par une organisation ou une personne. La définition d'une dépense électorale pendant la campagne électorale. Les mots campagne puis période préélectorale, vous allez le voir, là, ça fait une différence, là. Donc, c'est pour ça que j'insiste en les nommant. La campagne électorale, c'est le mois qui précède les élections. Il y a déjà des règles qui nous affectent depuis longtemps et qu'on conteste du mieux qu'on peut parce que ça limite ça empêche les groupes communautaires et les mouvements sociaux de continuer leurs actions d'intervention publique à cause des règles électorales. Mais on est pris avec ça. Le problème, c'est qu'avec les changements à la loi, ben là, des règles s'appliquent pendant plus longtemps qu'auparavant. Ce ne sont pas les mêmes, mais ça s'applique pendant plus longtemps. Alors, pourquoi tout ça? Il y a eu un projet de loi qui a été adopté dans les notes de bas de page à la fin du document. Là, vous avez des détails là, sur lesquels vous pourrez venir, mais tout ça vient de l'adoption d'une loi au printemps 2025 qui a créé la période préélectorale des tiers et la période préélectorale des partis politiques. La période préélectorale des tiers, les deux, en fait, s'arrêtent le jour du déclenchement de la campagne électorale, le fameux mois dont je vous parle depuis tantôt, qu'on estime, parce que là, on n'a pas exactement, on a la date des élections, mais la date de la campagne électorale, elle, peut varier de quelques jours. On l'estime pour l'exercice et aussi en fonction de l'historique, que ça risque d'être autour du 29 août, que sera la date officielle du décret, c'est ça le terme qui est utilisé, qui déclenche la campagne électorale. Donc, la période préélectorale commence pour les tiers. On expliquera tantôt c'est qui les tiers. Du 1er janvier jusqu'à la fin août, parce qu'elle est d'une durée de 8 mois. La période préélectorale des partis politiques, elle, a une différence. Elle dure 2 mois. Elle durera 2 mois. Elle débutera le 1er juillet, elle aussi se terminant jusqu'à la fin août, à peu près, le jour de déclenchement officiel de la campagne électorale. Qu'est-ce qu'un tiers? Ben, c'est toute personne, entreprise ou organisation qui souhaite exprimer un avis sur un enjeu électoral, un parti, une candidate ou un candidat. Les groupes communautaires sont des tiers si on s'enregistre comme tel pour faire des dépenses jugées partisanes durant la période préélectorale des tiers. On va tout revenir là-dessus. Euh, les personnes députées, les partis politiques, les candidates et les candidats ne sont pas des tiers. Ils sont des instances officiellement en campagne électorale.
Donc, les règles de la période préélectorale des tiers ne s'appliquent pas à ce qui n'est pas considéré comme un tiers. Donc, les partis politiques n'ont pas de règles à suivre. Depuis le 1er janvier, nous, on a des règles nouvelles à suivre. Eux en auront des nouvelles uniquement à partir du 1er juillet. Pour comprendre tout ça, il faut diviser ça en morceaux. Et on a dû poser des questions, plusieurs, à Élections Québec, pour comprendre qu'est-ce que ça voulait dire une publicité. Parce que la base de tout ça, c'est le contrôle des dépenses électorales, le contrôle des dépenses qui, aux yeux d'Élections Québec, favorise ou défavorise une option, un parti, une personne qui présente sa candidature. Il y a des différences entre les moments où des fois c'est toute intervention qui favorise ou défavorise directement, puis il y a d'autres moments c'est favorise ou défavorise indirectement. Pour la différence. Ça fait une différence entre la campagne préélectorale et la période, pardon, préélectorale et la campagne électorale. Donc, tout ça, c'est une question de calcul de dépenses, calcul de frais. Parce que la loi électorale, son objectif ultime, pour ce qui est de la campagne électorale, c'est de s'assurer, entre autres choses, elle fait d'autres choses, mais entre autres de s'assurer que les partis politiques, leurs dépenses sont celles qui sont autorisées, leurs dépenses ne dépassent pas les montants qui sont autorisés et uniquement certaines personnes peuvent faire des dépenses. Les personnes en question, durant la campagne électorale, ce sont les agents et les agentes des partis autorisés, autorisés pour les partis ou pour les candidats et les candidates. En campagne électorale, une personne ou un groupe n'a pas le droit de faire une dépense électorale. Fait que la loi, elle, cette portion-ci, la portion de la loi qui nous intéresse là-dedans, c'est celle qui parle de dépenses, de frais. Donc, dans le cas de la période préélectorale, ce qui intéresse la loi, c'est les dépenses de publicité. Bon, qu'est-ce qu'une publicité? Euh, on a fini par comprendre, en posant des questions, qu'une publicité, c'était pas ce qu'on imaginait en général pour Élections Québec. C'était pas comme ce qu'on imaginait, une grosse pancarte, un gros affichage, du temps d'antenne dans un média. C'est ça, mais c'est aussi tout contenu communiqué largement. Dans le fond, tout contenu publicisé, toute communication publicisée. C'est donc très large comme définition et ça inclut de la diffusion de messages par courriel, texto, téléphone ou autre moyen électronique quand c'est des messages de masse. Un message, un courriel entre quelques personnes, ça ne serait pas considéré comme ça, mais un envoi large d'informations qui contiendrait des éléments jugés partisans serait vu comme de la publicité partisane parce qu'il y a une option politique qui ressort. Il y a des exceptions. En fait, vous en pas, on va les voir. Donc, publicité, le mot publicité, là, on va le comprendre au fur et à mesure comme étant une communication. On va d'ailleurs utiliser ce terme-là dans le document parce que le mot publicité, quand on le lit, on ne pense pas à la même chose que Élections Québec et dans son application de la loi. Donc, le terme communication, sauf quand c'est des citations, c'est ce que Élections Québec nomme publicité, mais nous, on va mieux se comprendre comme ça. Donc, une communication ou une publicité sera jugée partisane durant la période préélectorale des tiers, donc du 1er janvier, grosso modo jusqu'à la fin août, si elle favorise ou défavorise directement l'élection d'une candidate ou d'un parti politique ou d'un candidat. L'effet est dit direct lorsque la communication fait référence explicitement à une personne, à un parti, son nom, son logo, c'est explicite, ou encore à un élément précis du programme. C'est aussi jugé partisan si ça inclut des constats, des mesures, des statistiques qui sont spécifiquement reprises par des partis politiques. Dans le fond, quand on cite un programme. Donc, que ce soit pour dénoncer, pour faire la promotion d'un programme, d'une décision politique, d'une réalisation ou d'une mesure en particulier, ou pour inciter à voter pour ou contre, ou pour appuyer ou combattre une candidature ou un programme, tout ça, si c'est
dans le cadre d'une large communication vue comme une publicité partisane. Puis durant la période préélectorale des tiers, la loi n'interdit pas d'en faire, mais elle demande de s'enregistrer si on en fait pour une dépense totale cumulée durant les 8 mois de 1 000 $ ou plus. Et le 1 000 $, il doit se calculer comme étant tout montant versé ou engagé avant ou pendant la période préélectorale des tiers, que ce soit des coûts externes, acheter du matériel, imprimer, ou des coûts internes, comme des salaires. Tout ça devrait être calculé pour savoir si on dépasse ou pas les 1 000 $. Il y a des amendes, évidemment, si ce n'est pas respecté, enfin, qui sont possibles dans la loi, ce que les amendes. Et évidemment, durant la campagne électorale, à partir du 29 août, on n'a plus le droit de faire des publicités. On n'a plus avoir le droit d'en faire durant la campagne, la période préélectorale des tiers, mais au 29 août, là, c'est les règles de la campagne électorale qui s'appliquent et que seulement les personnes autorisées à en faire ont le droit d'en faire. Être un tiers, ça a l'air de rien. Être un tiers pour faire des dépenses de publicité préélectorale, ça a l'air de rien. Mais les mots partisane, ajoutés à ça, ça commence à amener, ça allume là des réflexions. C'est un pensée-y bien pour un groupe communautaire. Devenir un tiers, ça veut dire que un groupe communautaire qui souhaite intervenir sur des enjeux doit suivre des règles et s'identifier comme faisant des publicités partisanes. Pour un groupe d'action communautaire autonome, c'est pas banal de s'identifier comme ça, donc, parce que ça pourrait changer la perception de la population face au groupe et face à l'ensemble du mouvement de la COP. Donc, c'est pensez-y bien. Pour être enregistré comme tiers, il faut premièrement envoyer un avis d'intention pour demander la permission d'être un tiers. Et là, on obtient, et on doit faire évidemment un rapport et suivre des règles pendant la période. Il faut conserver, par exemple, les pièces durant 7 ans. Parce que ça, c'est le genre de règles que les partis politiques doivent suivre. Euh, Concrètement, ça veut dire que chaque élément diffusé largement, hein, nos communications de tout à l'heure, doivent contenir, parce que dans les règles, il faut s'afficher son autorisation sur les communications produites. Alors, vous connaissez les pancartes électorales où ça dit cette publicité est autorisée par Monsieur Tremblay pour Madame Tremblay. Ben là, ça serait quelque chose comme cette publicité est autorisée et payée par le groupe et bien le nom du groupe. Voyez comment il faut y penser à l'effet que ça fera, que ça ferait sur notre perception, notre auto, même notre image de nous-mêmes. Les tiers, une fois qu'ils sont enregistrés, la liste des tiers est affichée sur le site Internet d'Élections Québec comme tiers enregistré pour faire de la publicité partisane, mais il n'y a pas de détails. Il y a juste le nom, pour le regarder tout à l'heure. Il y a juste le nom, il y a juste le fait que c'est affiché comme étant fait ou fera des publicités partisanes. Il n'y a pas d'indication disant que le sujet, ça ne dit pas que c'est pas une option politique, ça ne dit pas que c'est pour faire une analyse, ça ne dit rien, ça fait juste grossièrement dire, voilà, associer le nom de l'organisation avec le fait de faire de la publicité partisane. Il faut faire un bilan des dépenses et pour toutes sortes de en divisant toutes les communications. Là, il y a un exemple ici qui vient de leur cahier d'explication avec les dates de diffusion, les montants pour chacun des modes de communication, puis la description du contenu. Une campagne, son nom ou son objectif. Ça, c'est un extrait d'un des documents qui doit donc faire partie du rapport à faire 30 jours après la fin de l'élection. L'enregistrement, c'est donc, ça équivaut, une fois s'identifier comme tiers, ça équivaut à s'identifier comme étant partisan. Même si, dans les faits, c'est pas si simple que ça, mais c'est l'affichage qui va donner cette information-là. Puis on met tellement d'énergie à
affirmer notre autonomie, que ce soit face au parti, face à l'État, face à tout, ça devient un affichage quand même assez qui peut être problématique. Et là, on peut se demander que va conclure la population en voyant nos noms affichés, associés à ces termes-là. Est-ce que ça va changer la perception de nos membres dans leur rôle de CA? Qu'est-ce que ça va changer? On n'a que des questions, mais qui nous amènent à être prudentes. Et là, parce que bien sûr, ben oui, on en fait des interventions politiques, mais c'est pas la même chose qu'une intervention partisane dans notre vocabulaire, bien entendu. Euh, et donc, après avoir analysé tout ça, on se dit, bon, on faudrait voir si on peut éviter de s'associer à ce terme-là, tiers faisant de la publicité préélectorale partisane, tout en s'exprimant depuis janvier jusqu'au début de la campagne électorale. Donc, on a regardé les pistes pour communiquer sans que ce soit considéré comme une dépense, parce que c'est vite atteint 1 000 $. C'est pour ça. Si c'était un montant très, très élevé, on aurait évalué les choses différemment. Mais 1 000 $, quand ça inclut les prix, les dépenses, pardon, directes et indirectes, ça va monter drôlement vite parce que c'est pendant 8 mois que ça s'additionne. Donc, en dehors de la période préélectorale et de la campagne, on peut tout dire ce qu'on veut sur les actions, les inactions. Mais déjà pendant la campagne électorale, on avait des limitations. Là, ça s'étend donc à la période préélectorale. Et là, ça demande d'adapter des formes, des contenus, pour trouver quand même comment s'exprimer sans perdre notre vigueur militante, mais trouver des voies de passage. Euh, Même si nos outils de communication, qui sont vus comme des publicités, même si nos outils de communication répondent pardon, à la définition d'une publicité, ça ne veut pas dire qu'il faut nécessairement s'enregistrer. Parce qu'il y a des exceptions, puis il y a aussi, bien sûr, le montant de 1 000 $ qui, bon, qui peut être vite atteint, mais parfois ça peut être correct. Mais ça demande de faire des adaptations. Donc, si ça ne dépasse pas 1 000 $, le cumul durant les 8 mois, ce n'est pas à déclarer. Donc, il n'y a pas besoin de prévoir. On peut difficilement prévoir, mais une organisation pourrait aussi attendre d'arriver à proche de ce montant-là pour le déclarer. Se déclarer aussi, c'est une autre alternative. Mais il y a des exceptions. Les exceptions qui s'appliquent euh, autant à la période préélectorale que pendant la campagne électorale aussi. Il y a des exceptions spécifiques, mais celles-là qui suivent sont les exceptions générales. Ça permet, c'est un aide-mémoire en plus, là, pendant la campagne électorale, ce sont des exceptions existantes. Publier, promouvoir ou distribuer un livre, c'est permis. C'est pas considéré comme une dépense électorale ni préélectorale, à condition que tout a été déjà, que sa parution a été prévue avant. Et non, parce que sinon, c'est comme une publicité, bien entendu, pendant une période. Tout ce qui est le travail journalistique, les médias traditionnels ou numériques, incluant les médias sociaux, leur travail pendant la campagne électorale et la période préélectorale, ce ne sont pas des dépenses, c'est leur travail journalistique. Et ce qui fait que euh, tant qu'ils ne sont pas payés tant que ce n'est pas fait avec un paiement ou une récompense, dans ce cas-là, ce temps-là, ça revient à dire que ce serait une publicité. Mais donc, les médias peuvent publier, diffuser tout ce qui, sans différence, et nous pouvons nous exprimer à travers les médias, par des lettres ouvertes, par des entrevues, tout ce qu'on dit à des journalistes, c'est le journaliste qui le rapporte. C'est le média qui le rapporte, donc ce n'est pas le véhicule ne nous appartient pas. Le véhicule appartient aux médias et le véhicule média fait partie des exceptions durant la campagne électorale et durant la période préélectorale. Donc, c'est intéressant de se souvenir de ça et de vraiment se rappeler que lorsqu'on lit dans une entrevue, on peut dire beaucoup plus de choses que lorsqu'on écrit qu'on écrit et qu'on diffuse un document. Il faut développer des réflexes. Donc, des exemples.
Parce qu'il faut appliquer aussi les exceptions, parce qu'évidemment, les exceptions du directeur général des élections ne sont pas détaillées au point de penser à des situations qui conviendraient au groupe communautaire, hein. Donc, on utilise et on interprète des exceptions. Ça signifie l'exception prévue pour les médias, ça signifie que c'est pas une dépense électorale dans les cas où on donne une entrevue, ce que je viens de nommer. Aussi, quand nous-mêmes, on édite, on publie ce qui serait l'équivalent d'un petit média, une infolettre, un bulletin de liaison qui existait en dehors de la période électorale ou préélectorale. Donc ça, c'est notre bulletin de liaison qui se poursuit. Ce n'est pas un véhicule de publicité électorale ni préélectorale. Les médias sociaux, ça ne coûte rien, c'est pas une dépense. Mais évidemment que lorsqu'on paie pour mettre en avant ou booster une publication, ben là, ça en devient une dépense. Mais autrement, ce n'est pas une dépense, à moins qu'il y ait quand même des dépenses qui aient été faites pour le graphisme, des choses comme ça, hein? C'est jamais totalement gratuit, mais la transmission par médias sociaux n'est pas une dépense. Dans le même esprit, partager, ça ne coûte rien, sans coût, sans publicité particulière, donc, un document, quelque chose qui aurait été fabriqué, réalisé par quelqu'un d'autre ou une autre organisation, ça peut être une dépense préélectorale de l'organisation qui l'a fabriqué, mais pas de la personne ou du groupe qui la repartage. C'est gratuit le repartage, ce n'est donc pas une dépense préélectorale pour la personne qui la relaie. Les dépenses qui ne sont pas considérées comme des dépenses de publicité préélectorale partisane, même si ça dépasse 1 000 $ durant les 8 mois de la période préélectorale, il y a aussi des exceptions là-dessus. Parce que tout contenu politique n'est pas partisan. Donc, l'enregistrement comme tiers n'est pas requis si le contenu d'une communication large, là, on l'a vu tout à l'heure, c'est toutes sortes de formats, si ça ne favorise pas ou ne défavorise pas directement l'élection d'un parti, d'une candidate ou d'un candidat. Ça veut dire qu'on n'identifie pas clairement la personne, le parti, et on ne réfère pas directement à un élément du programme. Bon, ça demande de faire parfois comment on dit ça, de prendre des tournures, peut-être un petit peu, d'y penser comme il faut avant d'écrire, mais si c'est indirect, ce n'est pas considéré comme une dépense de publicité préélectorale partisane. Donc, affirmer ce qu'on demande, c'est pas une critique, ça favorise pas directement, indirectement, c'est on affirme ce qu'on veut pour exprimer une revendication sans nommer les partis à qui on pose la question ou qui nous l'ont donné ou pas donné. Donc, on peut donc diviser notre contenu, chiffrer le montant par exemple, dans le code les situations qui nous touchent particulièrement au niveau de la santé et des services sociaux, chiffrer le montant de rehaussement versé au PSOL des dernières années. Pas une critique de personne. Affirmer la revendication sans référer à sa présence ou pas dans un programme politique, c'est pas une favoriser ou une défavoriser directement. On nomme ce qu'on attend plutôt que de mettre l'accent sur la critique. On pourra critiquer quand on fera des entrevues, mais dans ce qu'on publiera, dans les images, dans les dépliants, là, on a des choix à faire sur le contenu, où est-ce qu'on met notre contenu. Donc, on pourrait, par exemple, pour ce qui est de la campagne cash, on dit la campagne cash demande que le prochain gouvernement injecte annuellement 1,7 milliard de plus pour les subventions de l'émission globale du PSA. On critique personne, mais on affirme, puis notre message est envoyé. On peut illustrer le besoin qui serait répondu pour que les groupes cessent de s'appauvrir. Le ministère des Finances doit indexer en fonction de l'indice des coûts de fonctionnement du communautaire. Bon. Donc, on affirme l'objectif, puis le ministère des Finances, c'est pas le ministre des Finances. C'est pas M. Girard. C'est personne. On peut présenter un droit à défendre en référant sans référer aux positions ou bien en référant à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale n'est pas en élection, elle. C'est une institution. C'est l'Assemblée nationale qui prend des décisions. Bon, des fois, on ne peut pas tout y mettre sur le dos, mais on pourrait, par exemple, dire que la réalisation du droit à la santé passe par l'entremise
La mise en place de l'assurance médicaments. L'Assemblée nationale a un rôle à jouer. Ah, on vient d'identifier un rôle sans nommer un parti, une personne, candidate ou pas. J'ai mis en rose des citations quand même plus, des guillemets, là, qui sont importants à considérer, là, parce que c'est des documents qui viennent d'Élections Québec directement. Parce que bien sûr, c'est des analyses, mais il y a, quand c'est, ça peut être utile d'y référer là, comme une citation. Euh, dans des exceptions, l'enregistrement comme tiers n'est pas requis. Si il y a une dépense pour une communication large, peu importe combien elle coûte, sur des questions débattues publiquement, comme, ouvrons les guillemets, des projets de loi, l'étude des crédits budgétaires, les travaux des commissions parlementaires, la mise en place de politiques publiques par des ministères ou les négociations entre le gouvernement et des syndicats. Tant que ces communications-là abordent uniquement ces sujets-là et qu'il n'y a pas en plus une référence au programme, à un programme. Si on n'ajoute pas à ce contenu-là un programme, un commentaire sur un programme, sur un parti ou pas. Donc, qu'est-ce qu'on a fait suite au dépôt du budget? C'est rendre tout ce que les groupes ont fait là-dessus, les communiqués de presse qui sont des dépenses, qui disaient, qui parlaient des montants accordés ou pas par le budget, ça rentre dans cette exception-ci. C'est une exception vraiment utile à retenir. On a aussi des exemples de communication large. Bon, revenons à la question des de communication large. À quoi ça ressemble? J'ai parlé du budget, mais là, il y a le projet de loi 1. Bon, une communication, si on est strictement sur le projet de loi, sans référence à un aspect de campagne électorale, hein, parce que c'est ça le programme politique. Le projet de loi 1 de Constitution a été élaboré sans véritable consultation et nous demandons à tous les partis, ou bien on peut demander à un parti, c'est une question qu'on pose, c'est pas un jugement. Nous demandons au parti X de s'associer à son annulation, de s'assurer, pardon, de son annulation, que ce soit dans le gouvernement ou dans l'opposition. Bon, j'ai passé mon message pareil, même si je n'ai pas critiqué directement. Il faut faire confiance dans l'intelligence de la population aussi. Quand nos messages sont lus, le contenu est compris, même si on ne met pas du gras autour, on n'encercle pas des mots-clés, le contenu va être compris quand même. En 2001, la politique gouvernementale de l'action communautaire, c'est une politique gouvernementale. Ça rentre dans l'exception de tantôt. En 2001, le gouvernement a placé les bases du respect de l'action communautaire autonome en adoptant la politique. S'il forme le prochain gouvernement, le parti ABC doit, ou tous les partis doivent, protéger l'autonomie des ORCAS des nouvelles menaces. Là, je combine deux éléments affirmons ce qu'on demande, et là, on est sur un sujet qui, par nature, est une exception. Mais là, on a fait attention de ne pas référer à des promesses d'un prochain gouvernement. On parle en général. Donc, vous voyez comment ça demande de travailler différemment des contenus. Ben oui, mais c'est de l'ouvrage de plus qu'on a à faire. Ça, c'est clair. Des dépenses pour un comparatif de programmes, ça, beaucoup d'organisations en font. Évidemment, il faut que les programmes soient sortis, ce qui n'est pas encore le cas. Mais un comparatif de programme, ce n'est pas considéré comme une dépense préélectorale, mais une fois que la campagne électorale va être déclenchée, là, ça va être autre chose. Et là, vous avez dans le document, à la fin, une note qui vous donne des explications, parce que si vous voulez faire un comparatif de programme qui va durer jusqu'au jour des élections, ben là, il faut qu'il soit créé ou modifié au moment. Il faut qu'il suive les règles qui sont différentes durant la campagne électorale que durant la période préélectorale. Parce que durant la période préélectorale, on peut faire un comparatif de programme avec beaucoup de liberté, mais durant la campagne électorale, il faut que le comparatif soit neutre. Ça, c'est pas simple. Et, mais donc, il y a un choix à faire de réfléchir à comment on veut faire, si on veut faire un comparatif. Est-ce qu'on va l'arrêter au début de la campagne parce que lui, il ne sera pas neutre, ou alors on veut le transformer? Il y a des choix à faire.
Donc, c'est selon ce qui est prévu pour jusqu'à la campagne électorale. Eh bien, c'est des mauvaises nouvelles tout ça, hein? C'est des mauvaises nouvelles, mais c'est et ça va compliquer notre vie, c'est clair. Et tout ça vient, je ne l'ai pas dit encore, c'est vrai, c'est plus loin dans le document d'une loi qui a été adoptée, je vous l'ai dit, non, je vous l'avais dit, au printemps 2025, mais avec très, très, très peu de consultations. Ça ne vous surprendra pas. Et là, donc, maintenant qu'on est devant ça, ben, il faut, quand même avoir un esprit critique. Il faut trouver comment réaliser nos activités, nos interventions sans trop se bâillonner, même si, oui, il y a des choses qu'il faut retenir, il faut présenter différemment, mais ces règles-là, en plus, elles ne sont pas équitables parce que la période préélectorale des tiers dure 4 fois plus longtemps que celle des partis politiques. Aucune explication à ça. C'est excessif comme durée depuis janvier. Ça équivaut à dire que, nous, comme tiers, on doit demander une autorisation, on devrait demander une autorisation avant de communiquer. Les partis politiques n'auront pas à faire ça. Leurs règles ne sont pas encore toutes détaillées, mais ils n'auront pas à demander la permission, nous, oui. Et pendant que nous, durant la période où ça va se juxtaposer, donc à partir du mois de juillet et du mois d'août, nous, on va avoir à limiter nos communications politiques en s'identifiant sur des messages comme si c'était des affiches électorales sur des poteaux, mais les partis politiques n'auront pas ces règles-là à suivre. Pendant leur période préélectorale, ils n'auront pas ce genre de règles-là. Ils vont pouvoir faire toutes des dépenses qu'ils veulent avant le déclenchement de la campagne électorale sans que ce soit considéré comme des dépenses de campagne électorale. Ça fait une différence, la loi fait une différence. Je l'ai nommé tout à l'heure, le plancher de 1 000 ça va très vite atteint parce que c'est des frais internes, externes, mais aussi les frais avant, mais utilisés pendant, par exemple. Vous avez fait des frais, il y avait eu des frais de graphisme en décembre pour quelque chose qui est diffusé en février. Ben, les frais de graphisme devraient être inclus. Heu même sans aller vers des grands diffuseurs, la facture peut monter vite, hein, quand on réalise des documents, quand on réalise des vignettes, des capsules vidéo, audio, tout ça, ça peut être vu comme étant une communication de masse. Et la définition des courriels de masse comme des publicités, ça, c'est carrément abusif aussi. On utilise les courriels comme un outil de communication, de manière totalement, différente de ce qu'on peut imaginer comme étant un média publicitaire une agence de publicité qui, produit des clips vidéo et qui achète du temps d'antenne. Mais comme le courriel, c'est absolument pas vu pour nous comme étant un outil de diffusion de publicité, mais pour Élections Québec, c'en est une. Donc ça, c'est dérangeant. Autre élément, dérangeant, c'est que la loi s'applique depuis janvier, à et tout ce qui est, on le dit, des publicités qui favorisent ou défavorisent l'élection d'un parti, ça va, sont connus, mais aussi d'une personne candidate. En janvier, que sait-on des personnes qui seront candidates en octobre? On a posé la question au directeur général des élections parce qu'on peut pas être, on peut pas savoir que notre intervention vise une personne qui n'est pas encore officiellement candidate, parce que la période de présentation, de dépôt, d'officialisation des candidatures, c'est très, très fixé dans la loi, ça. Les candidatures ne peuvent être déposées qu'entre le 13 juin et le 18 septembre. Donc, avant le 19 septembre, ce sont des intentions qu'on entend, c'est pas des candidatures. Là, on a des règles qui s'appliquent à des intentions qu'on peut ne pas connaître. Donc, et la période préélectorale, se termine au premier jour de la campagne électorale. Et la campagne, c'est le 29 août, ça. Donc, au 29 août, on n'a pas d'image claire de qui seront vraiment les équipes, les candidats et les candidates des partis politiques. Élections Québec a répondu
une publicité faite par un tiers qui viserait une personne qui aurait déclaré publiquement avoir l'intention de déposer sa candidature dans le cadre des élections générales pourrait devoir être prise en compte dans l'atteinte du seuil de 1 000 $ si elle favorise ou défavorise directement l'élection de cette personne. Euh, Moi, je trouve ça grave parce que c'est d'appliquer une loi, des règles à des intentions, et non à des choses réelles, à des choses, confirmées. Heu, on qu'on cible, si on ne peut pas savoir si on ne peut pas savoir qui on est en train de cibler. Évidemment, pour les partis politiques, c'est plus facile, mais pour les personnes, c'est très difficile. Heu, j'ai hâte de j'aimerais ça voir que ça soumis aux tribunaux. Il me semble que ça tiendra pas la route, mais en attendant, on est pris avec. Donc, ça pose des questions, c'est très problématique, parce qu'on peut avoir créé, évidemment, une campagne ou on peut avoir réalisé un élément de communication avant de savoir si la personne ciblée a annoncé, puis on ne peut pas tout suivre, tout ce qui se dit dans tous les médias locaux sur les candidatures annoncées ou pressenties. Je l'ai nommé tout à l'heure un peu, ça vient d'une loi, qui a été adoptée en mai 25 après très, très peu de consultations. Il y a eu 5 auditions seulement, 14 heures de travail sur cette loi-là et c'est quand même important, la loi électorale. C'est lourd de conséquences. Et il y a, pour l'instant, pas vraiment de campagne d'information. Tout ce qu'on a pour quand même, qui est important, c'est que durant la commission parlementaire, le directeur général des élections a dit que durant la première année, il serait en mode préventif pour la première année d'application, qui annonçait un niveau de tolérance, parce qu'on peut comprendre que les gens ne sont pas tous informés. Effectivement. Donc, il ne faut pas donc avoir, des peurs excessives pour cette année, mais il faut quand même regarder qu'est-ce que ça change dans nos pratiques. Être donc de la vigilance et de la créativité et documenter. Durant cette année-ci, durant cette campagne-ci, parce que vous l'avez vu, il y a des choses là qu'on devrait contester. Qu'on devrait, avant que ce soit repris lors d'une deuxième application aux élections de 2030 probablement, si on veut amener des changements à la loi électorale pour corriger la l'application de la période préélectorale des tiers ou même l'existence même de la période préélectorale des tiers, il faudra documenter. Alors, durant cette première année-ci, probablement que le directeur général des élections va envoyer des avis, des avertissements. Mais ces avertissements-là, ramassons-les, parce que c'est en testant aussi un peu les limites des règles qu'on va voir que, ah, OK, on vient d'atteindre la limite. Et là, je pense pas que personne va craindre cette année d'avoir des amendes. Puis de toute façon, il ne faut pas oublier que les amendes viennent de plaintes. Alors, c'est pas le directeur général des élections qui se met à lancer des amendes. Il réagit aux plaintes reçues. Alors, bien sûr que des partis politiques se sentiraient lésés par des publications, c'est eux qui vont soumettre des plaintes à ce moment. Mais pour une première application, ce sera des avertissements. Je pense que s'il allait plus loin que des avertissements, on serait justifié, là, une intervention serait facile à gagner là, de haut un instant. Le directeur général, il vient à peine de mettre des informations sur la période des règles qui s'appliquent depuis le 1er janvier. Moi, je les attendais, ces informations-là. Et notre document a été retardé parce que les informations n'étaient pas officiellement disponibles. Donc, si durant cette activité, cette période-ci, on fait des interventions puis on reçoit des avertissements, documentons tout ça. Comme table, nous, on va vous revenir un peu plus tard avec une méthode pour recueillir les récits, les expériences vécues là-dessus. Puis je pense qu'avec nos amis des syndicats aussi, on va avoir de la documentation qui va servir. Alors, à la fin, vous avez des liens vers des documents. Le document est en PDF, mais les liens fonctionnent aussi. Et vous avez aussi le document qui est en Word, au même endroit que, euh, que au même lien que Jacinthe vous a présenté. J'arrête le partage.
pour montrer tout de suite, avant de passer à vos questions, sur la page dont j'ai parlé, la page du site qui affiche à quoi ça ressemble quand on fait partie d'un tiers enregistré pour une... De quoi on a l'air quand on, face à la population lorsque on demande une autorisation. On a mis des petites images disant, voilà, cette publicité est autorisée et payée par, mais le site d'Élections Québec, tiers enregistré pour faire de la publicité partisane. Donc, ça dit en résumé, vous pouvez consulter la liste des tiers ayant produit un avis d'intention de diffuser de la publicité partisane lors d'une période préélectorale provinciale, ainsi que le bilan de leurs activités. Évidemment, là, les bilans ne sont pas là. Mais, donc, évidemment, présentement, ce sont des syndicats, c'était prévisible qu'ils s'enregistreraient. Mais là, l'affichage de cette page-là, c'est tiers enregistré pour faire de la publicité partisane. Donc, le message que ça envoie est pas banal. Si on peut éviter d'avoir cette, ce titre-là, tant mieux. Si on va si on embarque dans la machine, disons, ben là, il faut quand même avoir conscience des conséquences et quand même documenter. Dans tous les cas, on va vouloir vraiment documenter comment ça va se passer dans cette première élection sous ces nouvelles règles-là. J'ai fait le tour du document. Avez-vous des questions, des réactions, tout ce que vous voulez? Moi, je suis dans les actions que je fais à l'année longue, on a une revue. Et puis, dans la revue, on a qui est enregistrée auprès de la Bibliothèque là, nationale du Québec, puis celle d'Ottawa. Alors, donc, c'est une publication officielle, là. On émet nos opinions politiques là-dedans, des fois, là. Sinon, mais il y a surtout le fait qu'il y a des députés qui vont mettre une carte d'affaires, par exemple, dans notre revue, parce que quand Ah, même, ça coûte de l'argent, là. Mais est-ce que c'est considéré, ben là, je parle en dehors, ouais, parce que là, présentement, on serait dans la période préélectorale. Alors, j'aurais à refuser à ce moment-là les publicités des candidats à ce moment-là, parce que des députés qui sont en place, généralement, ils mettent souvent dans ces petits bulletins-là, nous autres, des associations, ils vont mettre une carte d'affaires là, ou un truc comme ça. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça, là? Est-ce qu'on est mieux de ne pas le permettre? en fait, votre revue étant une revue qui existe déjà, elle est considérée comme un média. Fait que ça, Ah, votre média, c'est un média. ok. Et là, la loi, instaure des règles de dépense de vous-même. C'est pas une règle de dépense du député. C'est le député qui dépense des sous OK. en payant pour une carte d'affaires. OK. Quand lui sera dans sa période préélectorale, on verra quel genre de règles il a à suivre. Ah, Donc, peut-être qu'à partir du 1er juillet, mais on ne connaît pas encore bien les règles que eux vont avoir à suivre. Mais admettons que vous aviez une publication qui va sortir après le 1er juillet, peut-être que là, les députés ne pourront plus dépenser pour publier des cartes d'affaires dans votre revue parce que ça va être, eux, d'une certaine manière, comptabilisé. Mais là, je suis dans des si, OK? OK. Mais c'est le député que ça va changer. C'est la OK. vie du député, c'est les dépenses du député dont il est question. C'est pas de vos revenus à vous. OK. Parce que nous autres, la revue s'appelle La Parole des aînés. Elle existe depuis 20 ans. Et puis, bon, c'est Vous ça. êtes comme un média. Vous êtes des journalistes qui publiez OK. des avis. Tout ce que vous écrivez est considéré comme une intervention journalistique. Ah bon, OK. Merci beaucoup, hein. Rien. Fernando Rota? Bonjour. En fait, moi, j'étais dans le même sens, mais ma question, c'était pour les sites web, en fait, parce que, bien entendu, les sites web du rocage, il n'est pas un média, mais on agit en tant que média dans le sens qu'on fait la revue de presse, on écrit des articles et tout ça. Alors, je me demandais, en fait, si quand, par exemple, d'abord, si quand on écrit un article, mettons par rapport à un programme électoral, même s'il n'y a pas de dépenses, il y a les dépenses des salaires, est-ce que c'est interdit?
Et l'autre, c'est qu'ils ont fait beaucoup de revues de presse par rapport à, mettons, des articles qui sortent sur Radio-Canada, Les Devoirs et tout ça. Est-ce qu'il est fait de les republier dans notre site? Est-ce qu'on ne peut plus le faire pendant la période préélectorale? Les articles que votre site web, vous l'utilisez comme un média. C'est pas le cas de tous les sites web, hein? Mais vous l'utilisez comme un média puisque vous diffusez des articles à l'intérieur. Donc, votre médium, c'est un site web, mais c'est pour diffuser des articles journalistiques. Pour moi, ça fait partie des exceptions qu'utilise la presse, les journaux. Vous êtes un journal différent, mais un journal. Euh, Diffuser des articles de presse, ce n'est pas dépenser pour, pour publier un document. C'est pour moi, j'espère que ce serait vu de la même manière que le partage par médias sociaux d'un contenu fait par quelqu'un ou quelque chose d'autre. C'est un partage que vous faites, comme Oui. par médias sociaux, mais vous le partagez sur un site web. J'espère que c'est comme ça que ça va être vu, OK? Mais la question est bonne. Et c'est le bon moment aussi pour envoyer des questions à Élections Québec. Vous avez les coordonnées à la fin du document, en leur donnant des situations précises. Mais je vous encourage dans vos questions à poser les questions de manière à confirmer vos interprétations. J'ai un site web, je fais ça. Je comprends que c'est une exception. Ai-je raison? OK? Pour que leur... Parce que des fois, leurs réponses sont tellement brèves, tellement tarabiscotées, que c'est utile de revenir à, OK, à quelle question ils ont répondu. D'expérience, là, faut faire attention à comment on pose des questions, parce que parfois aussi, ils vont nous répondre qu'ils ne peuvent pas répondre parce que ce n'est pas un service juridique. Mais OK. n'empêche. Alors, si vous posez des questions comme ça, partagez les réponses. Mais c'est une bonne question à leur poser du site web, parce que c'est comme, pour moi, la question de publier des articles sur un journal web et diffuser, moi, mon estimé, mon évaluation, c'est que c'est comme partager un article par les médias sociaux. Mais ça serait intéressant de le faire valider. On Et a j'avais juste une deuxième question, en fait, si jamais, par exemple, parce que maintenant on appuie beaucoup sur l'idée qu'il y a la montée du conservatisme et tout ça, alors mettons que dans la période électorale, il y a des partis plus à droite qui vont dévoiler des propos plus conservateurs et tout ça, je pense que dans ces moments-là, on est interdit quand même de critiquer expressément un candidat ou un parti, mais on peut le faire d'une façon plus nuancée, c'est ça? Durant la campagne électorale ou durant la période préélectorale? J'aimerais savoir pour les deux, en fait. OK. Durant la campagne électorale, ce qui est interdit, c'est toute publicité qui favorise ou défavorise directement ou indirectement. Ah, c'est vraiment très large. Et là, on parle de parti, de personnes, de candidates ou de candidats. Durant la préélectorale, c'est seulement le direct qui compte. L'indirect ne compte pas. Donc, favorise ou défavorise directement, nommément, avec logo ou bedon avec nom. Donc, si maintenant tu fais tu imprimes un dépliant qui dit le conservatisme, on n'aime pas ça, tu n'as pas nommément ciblé un parti, une personne. Si tu dis le Parti conservateur, on ne l'aime pas, ben là, tu viens de le nommer, là, ça c'est clair. Donc, c'est des choix éditoriaux à faire, c'est des choix de véhicules à faire. Euh, m- Moi qui patauge là-dedans quand même pas mal, là, je me suis rendu compte après coup que j'avais raté des opportunités. J'ai fait une entrevue pour le 24, pas 24, pour Zone Économie. Et pour parler de la mobilisation, pour parler du budget. C'était ma chance de cibler le gouvernement, puis d'une ministre. Puis tu sais, d'y aller là, détail. J'ai pas eu le temps, il faut dire que ça va vite. Mais
C'est à cet endroit-là, à ce moment-là, que là, j'avais totale liberté de parole. J'en ai pas profité, ou pas assez. Prochain coup, moi, y penser. Donc, on est limité dans ce qu'on publie nous-mêmes, dans ce qu'on édite et imprime et diffusons nous-mêmes. Mais quand ça passe par une entrevue, par une lettre ouverte aussi, il ne faut pas oublier, une lettre ouverte, on peut dire tout ce qu'on a, tout ce qu'on veut. Euh, Utilisons-les ou maximisons ces, ces rendez-vous-là. Louis-Frédéric? Ben, plein de questions, mais je vais essayer de me concentrer sur le moins possible pour ben, évidemment, il y a plein de questions là. Euh, j'essaie de comprendre un peu par rapport au truc au niveau des réseaux sociaux, puis lettres ouvertes, etc., tout ce qui est médias, OK? Ce que je comprends, c'est qu'on peut pas faire de dépenses associées à ça. Mais le fait de produire, tu sais, on est un organisme, les gens qui travaillent pour l'organisme sont payés. Le fait de produire ne serait-ce qu'un court texte ou des vignettes ou des choses comme ça prend du temps, donc c'est des dépenses indirectes. Fait que j'ai de la misère à voir en quoi, mettons, si on fait mettons, une publicité, pas une publicité, mais on fait une publication sur les réseaux sociaux, j'ai de la misère à voir en quoi ce sont pas des dépenses, puis comme ce serait acceptable parce que c'est un média. J'ai de la misère à suivre, c'est même chose pour une lettre ouverte, la personne est payée pour l'écrire. Fait que j'ai de la misère à voir où est-ce que c'est pas une dépense. Il y a comme une confusion là pour moi. Puis j'ai peut-être une autre question après, mais je vais commencer par celle-là. La lettre ouverte, c'est vrai que sa diffusion étant faite par un média, il n'y a pas de frais de diffusion. Puis les médias font partie des exceptions, donc ils sont pas, leurs dépenses, c'est pas considéré comme des dépenses. Mais c'est vrai que le temps de rédaction, c'est des salaires, c'est des frais. Mais oublions pas là que c'est des plaintes. C'est par plainte que que ça peut avancer. Donc, la gestion du risque là-dessus, peut-être pas très grande. Il y a peut-être pas très grande. Les médias sociaux, c'est un médium de diffusion gratuit, mais il y a des frais de production pour les vignettes de graphisme que tu vas publier dessus. Puis bien sûr, si tu rajoutes de l'argent pour favoriser la propagation, ben là, c'est sûr que ça a des frais. Mais là, les frais sont, c'est plus, la, la la manière de s'en sortir ici, c'est dans le contenu, c'est de faire référence et d'affirmer nos positions plutôt que de dire un parti ou un autre, il n'a pas répondu. Ça, tu le diras dans une entrevue. Mais dans ta vignette, tu dis, nous, on demande X, Y, puis on a raison, bon, de le demander. Donc, et ça, c'est pas, comme le contenu n'est pas de nature partisane. Donc, tu as des frais, faut que tu aies une combinaison. Faut qu'il y ait des frais et que ce soit de nature partisane. Juste nature partisane, pas de frais, on passe à côté. Euh, Puis des frais, mais pas de nature partisane, non plus, ça fait pas partie de la loi. C'est vraiment la combinaison des deux. Puis pour ne pas être vu comme partisan, mais c'est dans le contenu que tu as de la créativité à faire. Ok. Parce que je comprends que, mettons, nous autres, en itinérance, il y a souvent, on l'a vu dans la période électorale municipale, mais il y a souvent des dérapages. Il y a du monde qui disent des choses qui n'ont pas d'allure et qui méritent d'être dénoncées. Mais ce que je comprends, c'est qu'en fait, on n'aurait pas vraiment le droit de le faire parce qu'il faudrait, si on le ferait, ce serait de façon super vague, fait que le monde ne comprendrait pas c'est pas notre message. Puis, fait qu'on serait obligé de laisser un peu les gens déraper si, dans ce contexte-là, là, Durant la campagne dans la électorale, campagne. c'est vraiment encore plus limité, là. Vraiment, parce que tu n'as pas le droit de dépenser pour propager un Ouais. message partisan. Mais c'est possible que les médias nous demandent notre opinion sur un truc. À ce moment-là, il faut juste faire attention à comment on... Dans les médias, là, tu dis tout ce que tu as à dire. Il faut vraiment, euh, euh, faut vraiment avoir la collaboration des médias durant la campagne électorale. Puis les médias là, connaissent la loi électorale, ils le savent. Ok. Sauf que, bien sûr, faire un communiqué de presse, il y a des frais. Faire une conférence de presse aussi. Ah, c'est bête, hein? Mais il faut trouver comment passer dans les cracks. Puis montre ça au niveau des comparatifs de programmes. Parce que, tu sais, mettons, le classique, c'est de, ben, il y a quelques temps, mettons, c'est d'envoyer un questionnaire, faire, êtes-vous d'accord avec ci, êtes-vous d'accord avec ça, puis ensuite de ça, juste publier les résultats. Mais là, déjà, faut demander à tous les partis politiques, ou en tout cas avoir
en tout cas une certaine équité, mais on pourrait pas non plus faire un oui, eux autres sont d'accord, non, eux autres sont pas d'accord, parce que ça sous-entend que on est que comme on préfère un parti ou un autre. Right? C'est ce que je comprends. Fait qu'on peut pas faire non plus un comparatif qui est aller plus loin que juste reprendre ce que les autres disent, point, là. C'est ça, il y a deux choses. Il y a compiler des réponses et faire un comparatif de programme ou de réponses. Compiler des réponses, c'est, sur ton site web, tu dis, voici la lettre type qu'on a envoyée à tout le monde, voici les réponses qu'on a reçues, fichier joint. Tu n'as pas d'intervention, tu ne mets pas en gras, tu ne mets pas du flash, puis de la lumière, puis des étoiles, là, sur ce que tu aimes ou tu n'aimes pas. Tu reçois, tu diffuses. Ça, c'est neutre. Si tu utilises des extraits de ces lettres-là ou des extraits de leur programme dans un tableau avec une proposition qui dit oui, qui dit non, là, ton choix d'extrait est pas neutre. Durant la période préélectorale, tu peux le faire, sauf que les programmes ne sont pas nécessairement sortis. Parce que pendant la campagne électorale, faut tellement que ce soit neutre, là, que c'est difficile de faire une comparaison de programmes. Euh, Par contre, tu peux référer à la fin du document, là, il y a un lien vers la directive, je me souviens plus de son numéro, là, qui donne des informations sur comment faire un comparatif de programme neutre pendant la campagne électorale. Ça se fait, mais mettons que c'est pas simple, mais on Mm. peut, par exemple, référer au site web des programmes des partis politiques en disant, nous, on a demandé, et là, c'est peut-être la forme affirmative qui nous aide, nous avons demandé telle affaire. Si vous voulez savoir ce que les partis en pensent, allez lire, voilà les adresses des programmes. Bonne lecture. OK. On est mieux de marteler nos revendications que de parler des revendications, ben, des plateformes des partis, là. Oui, puis le mode question peut être utile aussi. Quel parti? Ta publication pose une question. Eux autres, ils vont y répondre. Tu ne dépenses rien quand eux autres répondent. OK. Véronique Lisotte? Oui, merci pour cette présentation. Je pense que ça va être un guide aussi fort utile pour la suite. Ça fait du pouce justement sur le sujet qui vient tout juste d'être abordé, justement pour pas être vu comme partisan et sans tomber aussi dans le comparatif. Mais si on diffuse les réponses des différents partis politiques à des questions qui leur seraient adressées, mais qu'il y aurait certains partis qui n'auraient pas répondu. Euh, Est-ce qu'on peut seulement indiquer dans l'ensemble des partis, des différents partis politiques ont reçu les questionnements, puis certains n'ont pas répondu dans le sens que c'est pas nous, on tombe pas dans le comparatif, mais qu'il n'y aurait pas de réponse de certains partis politiques. Je me demande si on est sur une ligne un peu mince. Oui, on ne contrôle pas les réponses qu'on n'obtient pas. OK? On ne peut pas être tenu responsable des réponses qu'on n'a pas, mais on peut être tenu responsable de si on les a contactés. Donc, bon Dieu, j'essaye de mettre dans le chat. Oui. La page que je viens de mettre dans la conversation, c'est la page où il y a les 21 noms des partis politiques autorisés, avec des liens qui mènent, je crois, vers des informations qui peut-être donnent leurs adresses courriel, mais je ne suis pas certaine. Non, pas certaine. Enfin, euh, ça se trouve, les adresses de tous les partis. Vous faites une lettre. Pour être clean, Mhm. envoyez votre lettre à tous les partis. Ouais. Et c'est aussi une manière, moi je trouve, de euh, respecter le pluralisme qui existe dans la société. Il n'y a pas que les partis qui obtiennent des sièges qui sont des partis qui existent. Qu'on les aime ou qu'on les aime pas. Ils existent. Donc, on a des questions, on pose, on cherche des engagements, on l'envoie plus à tous les partis, pas seulement à ceux qui ont des sièges à l'Assemblée nationale. Je suis clean, j'ai fait ma job, j'ai contacté tout le monde. Il y en a 6 qui me répondent. J'écris sur mon site, nous avons envoyé une lettre à 21 parties. Voici les 6 qui nous ont répondu. Mhm. Parfait. Tu as fait ta job. Super. Puis peut-être l'autre précision, là, peut-être que dans le guide,
ou sur le site là, d'Élections Québec, c'est plus clair, mais au niveau de la définition là, de ce qu'ils entendent par organisation, là, je donne un exemple comme ça, là, mais un organisme qui serait fiduciaire d'un projet, c'est le projet qui est davantage dans le plaidoyer. Est-ce que c'est vu comme une organisation par rapport au projet comme tel? Un projet, ça a pas de statut, un projet. Non. C'est Donc, l'organisation qui en a un. ouais, mais il C'est la joue un rôle de signature. fiduciaire. Ouais. Fait que le C'est fiduciaire pourrait être tenu responsable Je de. crois que oui. Je OK. crois que oui. Mais là, j'ai surtout mis l'accent sur les règles pour la période préélectorale des tiers en mettant les informations qui concernent les groupes. Sauf que la demande d'autorisation, il y a deux possibilités de demande d'autorisation. Une demande d'autorisation comme tiers, comme organisation tiers, ou une demande d'autorisation comme personne. C'est les mêmes règles. Mais une personne peut vouloir, c'est moins plausible, mais ça peut arriver, aurait à suivre les mêmes règles qu'une organisation. Elle a un formulaire différent à remplir et elle a un nom différent. C'est pas une organisation, c'est une personne. Donc, il y a une personne morale et une personne physique. Et là, dans ton cas, c'est pas une personne physique, c'est quand même une personne morale en bout de ligne qui est responsable, je crois, mais c'est mon Mhm. avis, là, OK, que c'est l'organisation qui a une charte et un statut officiel qui peut être tenu responsable de quelque problème que ce soit qui passerait sous le nom d'un nom de campagne, d'un nom de programme. Par exemple, tiens, la table. La table, on met de la campagne cash. Mhm. Ben, la campagne cash n'a pas d'existence légale. Si au nom de la campagne cash, on publiait quelque chose qui faisait problème, c'est la table qui serait responsable. Ouais. Fait que je te réponds en nous prenant comme, Comme exemple, comme c'est bon. exemple, comme, en me mettant en situation. Je Ben pense que ce serait merci. pareil. Merci de votre réponse. Très bien. Ken, Monty? Oui, je vais revenir sur les questionnaires parce que c'est souvent notre façon d'intervenir. Donc, j'ai compris qu'il faut cibler toutes les partis politiques qui sont inscrits sur la page d'Élections Québec. Bon. Euh, mais on a souvent le réflexe aussi de publier des cases vides pour les partis qui n'ont pas répondu. Est-ce que ça peut être vu comme étant partisan? Donc, on dit, on va publier tout ce que nous recevons avant telle date. Et si on marque pour une partie ou une autre, pas de réponse, ou on laisse blanc leur réponse, est-ce que c'est partisan? Ben, en fait, j'ai envoyé 21 lettres. Je mets les noms des 21 lettres. Puis là, moi, je fais ça simple, niaiseux, là, pas beau, sur un site web, là. Cliquez ici pour lire leurs lettres. Puis s'il y a aucune lettre reçue, l'information s'en va aussi. Quand tu parles de cases, là, c'est parce que tu es en train d'aller chercher des extraits. Oh Des non, non, choix non. d'extraits. OK, parce que Non, des choix donc, d'extraits, c'est mais risqué. si on faisait quelque chose, donc on enverrait une lettre avec des questions, on dirait votre réponse, on va publier les 200 premiers mots de votre réponse. Ben, c'est une Donc, bonne idée, ça, oui. et ça gouverne comme ils veulent. Oui. Mais en cas de non-réponse, on précise aussi, on publie un espace blanc ou la phrase pas de réponse. Je vois pas le problème que ça causerait. Moi, c'est pas un avis, c'est un constat. Réponse, pas de réponse. Réponse ou pas réponse. Mais OK. mais ça me fait penser que la liste des 21 là, partis, je pense que comme nous, comme table, c'est clair qu'on va avoir à faire ça. Alors, je pense que, parce que c'est quand même pas nécessairement facile de trouver les 21 adresses courriel, hein? Mais à partir du moment où je pense que nous autres, on va les avoir trouvées, on va le partager. On va le partager aux membres de la table, puis ils le partageront à leurs membres, puis on trouvera d'autres manières de le partager pour que tout le monde puisse aussi contacter tous les partis. C'est des partis qui existent. Il faut les interpeller, qu'ils aient de la, peu importe qu'ils aient de la notoriété, j'aurais dit crédibilité, ou notoriété ou pas. Merci. Julie Saint-Pierre, Gaudreau. Ouais, ben, j'ai
deux questions, un commentaire, mais en fait, tu sais, nous, on veut travailler sur, ben, nos membres nous ont demandé de travailler sur des rapports des plateformes électorales, certains outils pour qu'ils soient capables de s'aligner, puis de soient aussi préparés d'éventuelles rencontres avec des candidats. Fait que là, moi, la question que je me posais, c'était courriel de masse, on a-tu un chiffre? Tu sais, parce que pour moi, c'est différent tu sais, si on réussit à, je sais pas, là, présenter quelque chose à des partenaires puis envoyer une centaine de personnes versus juste des communications à nos membres comme on fait tous les jours, là. Fait que, Cette question-là a été posée et la réponse n'était pas claire. Il n'y a pas de nombre, mais tu sais, si on cherche une ligne hein, pour se faire du sens là-dessus, une communication publique versus une communication interne, mhm, interne à nos instances. L'interne de la Fédé, c'est ses membres. C'est pas le mhm, public en général. Je vois pas comment est-ce que même un regroupement qui a 300 membres, je vois pas comment ça pourrait être vu comme un message au grand public si c'est à l'intention de ses membres. Après, exact. on l'envoie. Bonjour, chers membres. Hein? Mhm, Euh, versus euh, comme parce que, tu sais, dans le fond, là, si je nous reprends, nous, comme table, comme exemple, voir, là, pour situer, quand on écrit aux 47 regroupements membres, je vois pas, je les vois mal nous dire que c'était public. Par contre, on fait des envois plus larges que ça, à l'ensemble, à beaucoup d'organisations communautaires, à des alliés. C'est pas la terre entière. C'est pas ma voisine, mais c'est quand même pas mes instances. Je peux pas dire c'est mes membres. Si je mhm. peux dire c'est mes membres, me semble que c'est safe. Mais si je peux pas dire ça, peut-être que c'est public. Mais là, euh, oublions pas que ça va partir de plaintes. Alors, c'est quand même si vous avez si dans votre envoi aux membres et à quelques alliés, il y a 200 courriels, je donne juste un. Faudrait que ce soit vraiment, vraiment piquant. Faudrait Votre que message nos membres, pour que ouais, ça. quelqu'un, oui, OK. l'obtienne et fasse une plainte en disant ce message était grand public, c'était donc une communication, donc une publicité. Est-ce que ça a été, cher directeur général des élections, est-ce que ça a été comptabilisé? Tu sais, il faudrait que ce soit drôlement piquant. C'est pour ça que je Puis, parle de gestion de risque. Hein. ouais. Ben ouais, mon commentaire va peut-être être là-dessus à la fin, là, mais aussi, nous, on veut organiser un débat qui serait un petit peu plus public, le débat slash forum, sur des questions qui habituellement seraient pas nécessairement abordées dans les débats grand public, là, fait que vraiment la violence faite aux femmes, peut-être plus côté itinérance, santé mentale, etc. Tu sais, ça va être des communications qui vont s'adresser at large à nos membres, à nos partenaires, mais en plus de ça aussi, on va comme quand même formuler les messages en mode, tu sais, des demandes d'engagement de la part de certains candidats. Fait que là, tu sais, pour moi, c'est quasiment comme du comparatif de programme où c'est comme, c'est cité ce qu'il y a dans les programmes aussi. Fait que là, ça rentrerait dans la qualité. En tout cas, je vois mal comment je suis capable d'être neutre dans cette activité-là. Puis mon commentaire qui suit est aussi, ben là, moi je trouve ça complètement absurde comme règle. Je trouve que c'est antidémocratique aussi. Puis donc, je sais pas, là, considérant le fait que ça a été adopté pratiquement sans consultation, sans visibilité publique, il n'y a pas un moyen de prendre position ensemble à ne pas respecter. Je sais pas, ne pas respecter tout le monde, d'y aller de front, puis de pas respecter les règles en attendant d'avoir à la grosse limite des plaintes, puis là, je sais pas, là, de faire de la gestion de risque par après, là. En tout cas, j'en- c'est le penser. Je reviendrai à ce dernier point-là tout de suite après. Mais la question des débats. Organiser un débat, c'est l'événement. L'événement de débat et la publicité du débat. On vous donne rendez-vous tel jour, telle heure, à telle place pour entendre les députés suivants. Tu n'as pas d'opinion politique là-dedans. Tu as une invitation à entendre des gens qui en ont des opinions politiques.
Il y a des règles à suivre dans l'organisation d'un débat. Il faut que ça fasse partie de tes activités générales. Et bon, il y a une directive là, sur le site du directeur général des élections pour ça. Par exemple, il ne faut pas qu'il y ait de dépliant à l'entrée d'aucun parti politique. Genre de règles. Donc, organiser un débat, c'est faisable pendant la campagne électorale et dans la période préélectorale aussi. Il n'y a pas de raison. Il y a encore. Mais là, c'est plus difficile parce que c'est quand même l'été, là. Plus on va arriver durant l'été. Euh, Ce que tu vas faire de ce qu'ils vont dire, c'est là que tu parles, quand tu parlais de citation. Si tu diffuses ton événement au complet, c'est eux autres qui parlent. S'ils disent des choses intelligentes ou pas intelligentes, c'est pas toi qui les dis, c'est eux autres. Tu ne fais que relayer. Tu leur as mis le micro, ils ont dit ce qu'ils ont dit, ils savent que c'est enregistré, puis c'est diffusé. C'est sûr que si tu ne diffuses que euh, les bafouillements de quelqu'un, ben là, tu as fait un choix éditorial. C'est sûr. Mais si tu diffuses ton événement au complet en faisant confiance au monde, en disant, faites votre choix. Vous aurez vous posez des questions, nous autres aussi, on leur en a posé. Jugez en fonction de leurs réponses. Dans, dans les frais, si tu as une entrevue média, par exemple, là, tu dis un tel puis un tel, ça faisait dur. Là, tu peux lâcher lousse. Euh, la, Maintenant, l'aspect opposition. Euh, c'est, Ce serait difficile cette année de mener une campagne d'opposition. Premièrement, parce que les règles, on les a dé- compris pour vrai en février. OK? Parce qu'il n'était pas diffusé complètement en janvier, alors que c'était en application. Je ne sais pas si maintenant la loi électorale a été corrigée, mais la dernière fois que j'ai été voir, il y a 2 semaines, c'était encore la loi électorale avant les modifications. Là, juridiquement, là, ça fait dur. Euh, mais pour s'opposer à la loi, aux nouvelles règles, sans les avoir expérimentées et pouvoir les critiquer, ce serait difficile. Parce que là, on serait non seulement en train aujourd'hui d'expliquer des règles, mais d'expliquer comment les contrer. Je pense que ce serait un gros contrat. Par contre, ce qui nous aide, c'est que les prochaines élections, on devrait avoir 4 ans devant nous pour là revenir à la charge en disant, là, et là, on choisira sur quoi on revient à la charge, sur l'ensemble de l'œuvre ou sur un détail en particulier, je le sais pas. Mais là, documentons comment ça va se passer pour se donner des arguments. Euh, et ce sera important aussi à ce moment-là de revenir sur d'où c'est que c'est venu toute cette histoire-là. Hein? Tout à l'heure, là, je voulais aller plus vite au contenu, je suis passée trop vite là-dessus. En mai dernier, ils ont adopté un projet de loi, mais c'est parce que 1 an avant, ou à peu près, le directeur général des élections a fait toute une série de rencontres. Il a fait un rapport dans lequel il y avait toutes sortes de choses à corriger. Beaucoup de monde leur a demandé de changer le mode scrutin. Ça n'a pas fait partie de ces recommandations. Mais euh, il y a d'autres changements sur l'accès au vote, des choses de genre, qui peuvent être intéressantes quand même. Mais il y a eu toute cette discussion-là venait à un moment où il y avait des craintes, sûrement motivées, là, d'ingérence étrangère dans les élections. Hein, c'était à cette époque-là. Puis là, les craintes d'ingérence étrangère, ça a fait vraiment le centre, c'était vraiment central dans les discussions. Moi, j'ai participé à des rencontres avec Élections Québec là-dessus. Sauf que ce qui en est ressorti comme proposition, donc dans le projet de loi 98, adopté en mai dernier, ça répond pas en tout à ça. C'est des tiers locaux. Rien ne permet de contrôler quelque ingérence étrangère là-dedans. Euh, Fait que ça, c'est vraiment quand on reviendra à la charge, on ramènera que le projet de loi, parce qu'on n'a pas pu intervenir sur le projet de loi, tout est arrivé trop vite. Le projet de loi a été déposé après que les partis en aient discuté entre eux.
et qui ont trouvé des aménagements entre eux. Tant mieux s'ils se parlent, mais il y a des bouts où, quand ça remplace notre parole à nous, ça ne marche plus. Et c'est ça qui est arrivé. Donc, on reviendra là-dessus, sur le processus, sur le défaut que c'était supposé corriger, qui n'est pas du tout corrigé, qui tape, il tape sur autre chose, sur la tête d'autres mondes. Puis là, ça nous aidera, je crois, avec nos exemples, comment ça s'est passé, c'est quoi les limites qu'on a senties, puis on pourra voir là, de quelle manière aussi, parce que c'est bien beau de documenter les avertissements qu'on a reçus à cause d'actions qu'on a posées, mais il faudra aussi trouver comment documenter les actions qu'on n'a pas posées. Les, 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 les publications qu'on s'est empêché de faire. C'est pas facile à documenter ça, mais Ben, il c'est faudra le ça. faire. Il faudra Ouais, c'est l'essayer. plus à ce niveau-là que ça va être compliqué. Oui. Puis, excuse-moi, juste pour poursuivre, Ken a écrit dans le chat, puis je serais intéressée à avoir la réponse aussi, là. Dans le fond, par mesure de neutralité, Ah, si tu fais un débat, il faut inviter les 21 parties ou on cible, tu sais, on envoie je l'invitation à suis tout le pas monde? certaine. Je suis pas certaine. Il faudrait lire la Ouais. directive sur les débats pour ça. OK, c'est bon. Puis Merci. peut-être que je réussirai tout à l'heure là, à vous la sortir là, mais avant que ça se termine. Là, mais sinon, euh, euh, vous pouvez nous renvoyer, je pourrais là, si ça intéresse beaucoup de monde, la question du débat, là, on a vos adresses courriel. Comme vous vous inscrivez, on pourrait vous renvoyer le lien vers la directive en question. Parce que là, je ne veux pas non plus perdre du temps à la chercher dans mes fichiers. Je l'ai là, mais quelque part. Delphine Masse? Oui, bonjour et merci pour la présentation. J'avais une petite question. Donc, nous, on a un regroupement provincial dans le secteur de l'immigration. Admettons que un membre d'un parti fasse une déclaration contraire à notre vision de l'intégration et de l'inclusion. Par exemple, le Québec ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Vous parliez tout à l'heure du mode question, que le mode question était utile pour euh, critiquer sans le faire. Euh, donc, face à une telle déclaration, par exemple, au lieu de dire dans une publication, au lieu d'assumer sa volonté d'exclure les demandeurs d'asile de la société québécoise, Monsieur Roberge, blablabla, on pourrait dire, on pourrait s'adresser à Monsieur Roberge en disant ne caricaturez pas, euh, pardon, ne caricaturez-vous pas la réalité pour éviter d'assumer des choix politiques d'exclusion? Est-ce qu'on pourrait tourner? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui passerait? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est Enfin, un peu... euh, parce que dans ta question, tu as un jugement. C'est pas une question neutre. Que ferez-vous sur le sujet X? ok. Tu sais, si je vous comprends bien, ce que vous pensez, c'est ça. Est-ce que je comprends bien? C'est un peu Ouais, la méthode que moi j'utilise pour avoir des réponses au directeur général des élections. Je ne sais pas, cher. ok. Euh, mais tu peux poser, même si tu ne t'adresses pas à lui en particulier, parce que là, aux élections, tu ne le sais pas s'il va être élu encore. Ouais, Dans le ouais. fond, mais tu peux t'adresser à l'ensemble des partis en disant, cher parti politique, est-ce- poser ta question à l'ensemble des partis politiques. Mhm. Puis, après ça, tu peux faire, tu sais, on parlait des communiqués de presse tantôt aussi, hein. Un communiqué de presse pourrait dire, euh, nous avons envoyé des questions, nous avons reçu des réponses. Je ne commente pas mes réponses, là. Nous avons reçu des réponses. Elles sont sur notre site web. Si vous voulez des entrevues, on est disponible. Hmm. Là, dans ton entrevue, tu y vas. Ouais. Et là, tu parles du ministre que tu veux. Ok. Mais du coup, le mode question que vous disiez utile, Ben, une vraie question, pas une question tendancieuse. pas une question qui réagit à une déclaration particulièrement, mais plutôt, enfin, Bon, non, peut-être que tu peux réagir à une déclaration en particulier, mais c'est un peu... Euh, faudrait que je la vois aussi euh, noir sur blanc pour peut-être mieux saisir. ouais.
Comment vous utiliseriez le mode question face à une déclaration comme celle que je viens de mentionner, par exemple, les immigrants sont un poids pour la société québécoise? Ben, est-ce que tous les partis considèrent que les immigrants sont un poids pour la société québécoise? Mhm. Ok, ok, ok. Ok. C'est un peu bête, c'est un peu plate, là, je le sais. OK? C'est pas mal moins croustillant. Ah, mais là, n'oublions pas que ça, c'est pour du contenu pour lequel tu aurais des dépenses. Mais si au bout du compte, ton évaluation des coûts pour tes 8 mois arriveront pas à toucher le 1 000 $, tu n'as pas à demander d'avance une autorisation. C'est si tu penses que de dépasser le 1 000 $ que là, tu dois demander une autorisation. Quand tu estimes que tu vas la dépasser ou que tu es en train de la dépasser, aussi, tu ne peux pas, peux pas tout prévoir, là. Mais si tout ce qui coûte moins que 1 000 $ d'ici au 29 août, ça peut être partisan. Donc, tu as une marge, tu as une petite enveloppe, quoi, que tu Mhm. peux utiliser. Euh, puis, tout si tu sais que ce sera, si tu sais que tu vas en faire à toutes les semaines, ben là, je pense que tu vas dépasser ton budget, là. Tu sais, tu vas vite l'atteindre, en fait, contre le 1 000 $, admettons. Mais si on essaye le plus possible de faire des publications qui tirent profit des exemptions, des interprétations, des cracks, des possibilités, qu'on en met le plus, qu'on on fait le plus possible recours à cette méthode-là, ben, il nous reste quand même 1 000 $ de possible pour faire quelque chose de vraiment pointu, vraiment direct, pour le moment où ce serait important de le faire. Mhm. D'accord. Merci. Je peux pas être plus clair que je peux pas Ouais, être ouais, ouais, vraiment, ouais. Mais vraiment oui. aidante totalement. Désolée. Non, merci. Les informations étaient vraiment très aidantes. Merci beaucoup. Parfait. Ben, merci beaucoup. Si vous voulez réouvrir vos caméras, ça peut être chouette de vous voir pour vous dire un dernier salut. Merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que ça a été utile. Ça ne peut pas répondre à toutes, hein. On va devoir l'expérimenter, on va devoir l'essayer, on va devoir essayer de continuer de comprendre, poser des questions. Si vous vous envoyez des questions à Élections Québec, mettez la table en copie conforme visible, puis renvoyez-nous leurs réponses. Ça nous aide. Euh, ou alors, renvoyez-nous leurs réponses tout court. Donc, partageons les informations et découvrons ensemble comment s'en sortir dans les circonstances en essayant de travailler pour que les problèmes qu'on va vivre ne se répètent pas parce que c'est pas parce qu'on va l'expérimenter qu'on accepte tout ça. Non, parce que c'est inacceptable. La plupart ces règles-là et le modèle sont inacceptables. On va continuer de le dire. Merci beaucoup tout le monde. Bonne journée.